Salut à tous, c'est Alès et je dois vous dire que je suis super content de me retrouver devant vous après plus de 6 mois d'absence, mais cette fois me revoilà plus en forme que jamais. Il y a quelques mois, j'ai effectué un sondage sur Twitter vous demandant si vous étiez favorable ou non au retour à la monarchie en France, et la réponse était sans équivoque, c'était carrément non. Et pourtant, le Figaro a quelque peu bougé mes statistiques récemment en faisant exactement le même sondage, et la réponse était quelque peu différente puisque 40% des Français s'y déclaraient favorables, ce qui n'est pas rien. Alors techniquement, comment expliquer le choix de ces 40% de sondés, et surtout qui serait en mesure légitimement de monter sur le trône de France? Il faut tout d'abord se mettre une chose en tête, le français est une groupie de la monarchie, mais lorsqu'elle se passe chez les autres, il n'y a qu'à constater l'engouement des Français pour le glamour de la famille royale d'Angleterre, pour les dépenses exorbitantes de la famille royale espagnole, ou encore les histoires de cul sur le rocher. En même temps, comment effacer plus de 1400 ans d'histoire de notre culture? La monarchie est présente partout. Les châteaux de la Loire, en passant par Versailles, l'étiquette imposée par le roi Louis XIV, l'aristocratie et même la démocratie, car c'est avant tout grâce à notre émancipation de la monarchie que nous vivons en démocratie et que nous sommes ce que l'on est aujourd'hui. Donc pour résumer, la monarchie c'est de la merde, mais on l'aime quand même. Il y a évidemment plein d'autres raisons pour expliquer le résultat de ce sondage qui sont notamment politiques, mais j'ai décidé de ne pas en parler pendant cet épisode parce que tout simplement c'est pas le sujet, c'est pas mon boulot et puis BFM est là pour ça. Nous allons donc passer aux 3 prétendants au trône de France. Vous l'aurez donc remarqué, le premier prétendant au trône de France, Luis Alfonso de Borbón et Martínez Bordiú, alias Louis XX, est donc espagnol. Mais on va s'expliquer, on est là pour ça. Louis XX est né le 25 avril 1974 en Espagne, de nationalité franco-espagnole. Mais ce n'est qu'en 1994 que son acte de naissance est transféré à l'état civil français sous le nom de Louis-Alphonse de Bourbon. Alors, il entame des études à l'Institut supérieur du commerce et obtient une maîtrise d'administration. Ouais, bref, on va dire qu'il a fait des études et il a fini banquier au Venezuela. Bon, jusque-là, on peut dire que pour le mec, tout va bien. Mais voilà, comme si être co-gérant d'une banque au Venezuela ne suffisait pas, Louis XX est aussi le descendant direct du roi Louis XIV, le roi Soleil en personne. Louis XX fait donc partie de la maison des Bourbons, une famille royale ayant régné sur la France pendant plus de 8 siècles, mais également sur l'Espagne depuis 1700 lorsque Louis XIV a décidé de placer son petit-fils Philippe V sur le trône espagnol. Ce qui fait de notre ami Louis XX le descendant du roi Philippe V d'Espagne et pour la même occasion cousin éloigné du roi actuel de l'Espagne, Philippe VI. Pour la petite histoire, Louis XX fait également partie de la famille du dictateur Franco, puisque sa mère est la petite fille de l'ancien chef du gouvernement espagnol. Mais bon, ça on n'en parle pas souvent parce que d'un coup ça fait moins prestige, hein. Étant donc successeur direct de Louis XIV, il s'autoproclame successeur des rois de France et se déclare, je cite, « Pour une monarchie constitutionnelle à l'espagnol, avec un roi qui fait office d'autorité morale, d'ambassadeur de son pays à l'étranger, garant de l'unité du pays et rappel de l'histoire. » Mais alors pourquoi sommes-nous obligés d'aller en Espagne chercher un roi? Qu'est-il arrivé à la branche française des Bourbons? Eh bien parce que le dernier Bourbon roi de France n'était autre que Charles X, qui a vu malheureusement son règne s'achever en 1830 avec la seconde révolution, la révolution de juillet. Vous savez, c'est ce qu'illustre le fameux tableau d'Eugène Delacroix. Et c'est alors que, mis en place par le peuple, intervient le dernier roi de France, Louis-Philippe Ier d'Orléans. Rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de Louis XIV, mais je ne vous ai pas parlé de son jeune frère, Philippe de France, alias Philippe d'Orléans. Comme le montre si bien la série Canal+ Versailles, il y a toujours eu des tensions entre Louis XIV et son jeune frère Philippe, l'un d'eux reprochant à l'autre de ne pas lui céder assez de responsabilités politiques durant son règne. Il faut dire aussi qu'être représenté en robe à côté de son frangin sur un tableau, ça n'aide en rien. Vous l'aurez compris, c'est donc de Philippe d'Orléans, jeune frère de Louis XIV, que descend Louis-Philippe Ier, et pour le coup, dernier. Ce qui nous amène au deuxième prétendant au trône de France. Henri d'Orléans, comme son homologue légitimiste Louis XX, n'est pas né en France, la loi de l'époque obligeant les membres de la famille à en régner à l'exil. Et c'est donc en Belgique, en 1933, que voit le jour Henri d'Orléans. C'est donc en 1947 qu'Henri d'Orléans est autorisé à regagner la France afin d'y poursuivre ses études grâce à un décret du président d'Auriol, où il fera 6 ans à Bordeaux et 4 ans à Sciences Po à Paris. Contrairement à Louis XX, Henri d'Orléans s'est énormément engagé pour la France. Il combat notamment pendant la guerre d'Algérie et s'engage définitivement dans l'armée française et y termine instructeur à la Légion étrangère, s'il vous plaît. C'est donc en 1974 qu'il quitte l'armée et se consacre exclusivement à la politique française, mais de loin.
Pour la petite histoire, il annonce le 18 mai 2016 via le magazine Point de Vue que ce sera son fils, François d'Orléans, comte de Clermont, qui lui succédera après sa mort. Sauf que François d'Orléans... ouais, est handicapé. Pas de panique, hein, il a tout de même un comité de régence, notamment composé de ses frères, qui a été nommé pour surveiller ce qu'il fait. Donc, pour résumer jusque-là, nous avons deux prétendants, donc un qui est à moitié espagnol et l'autre qui est vieux et qui veut nommer son fils handicapé. Ok, on va essayer de faire avec ça. Donc allez, comment on va choisir? Eh bien tout simplement grâce à un petit papier qui date de 1713 qui s'appelle le traité d'Utrecht. Ce traité, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne, a lancé du coup la guerre de succession de France. Il est stipulé dans ce traité que le petit-fils du roi Louis XIV, Philippe V, et oui encore lui, montera sur le trône d'Espagne à condition de renoncer à ses droits sur la couronne de France, rendant alors impossible le rapprochement des deux royaumes. Eh oui, on peut pas avoir le cul de la crémière, le beurre et l'argent du beurre, hein, faut connaître ses priorités dans la vie. Hein. Donc si l'on se réfère à... Noir ici. Voilà. Si l'on se réfère au traité d'Utrecht, Louis XX ne peut tout simplement pas prétendre à la couronne de France puisqu'il descend de la branche espagnole des Bourbons. C'est donc logiquement à Henri d'Orléans que revient la couronne. Si seulement c'était si simple. A l'inverse de Louis XX, Henri d'Orléans ne descend pas directement de Louis XIV mais de son jeune frère Philippe d'Orléans. Et il ne faut pas oublier que l'accession au pouvoir de son ascendant Louis-Philippe Ier n'est pas dans les règles, elle n'est pas légitime. Elle a été forcée par le peuple. Compliqué tout ça. Mais heureusement, un troisième prétendant va mettre de l'ordre dans toute cette crasse royale. Inutile de vous préciser que Jean-Christophe Napoléon est le candidat bonapartiste au trône impérial de France. Il a été désigné héritier du trône par son grand-père Louis Prince Napoléon, écartant ainsi son fils Charles Napoléon, notamment à cause de son orientation politique vouée au Parti Socialiste. A l'inverse de nos deux autres prétendants, Jean-Christophe Napoléon n'a pas encore choisi son nom de scène, hésitant entre Napoléon IV ou Napoléon VII. Jean-Christophe Napoléon est né en France, à Saint-Raphaël. Enfin un. Il n'est pas le descendant direct de Napoléon Ier, bien que celui-ci ait semé des bambins un petit peu partout en Europe, mais de son jeune frère, Jérôme Bonaparte. Diplômé de HEC Paris, il travaille aujourd'hui à Londres dans un fonds d'investissement nommé Advent International. Malgré sa présence extrêmement rare sur le territoire national, il se dit voué à la France et veut être un prince proche de la préoccupation des Français. Mais Jean-Christophe Napoléon a aussi une particularité. Même s'il est descendant bonapartiste, il est également descendant des Bourbons. Et oui, décidément, ils sont partout ceux-là. Sa mère étant princesse du royaume des Deux Siciles, une maison royale issue d'un des petits-fils de Louis V, donnerait une minuscule légitimité au prince Napoléon pour prétendre à une place chez les Bourbons. On a beau éplucher les textes, les traités et les arbres généalogiques, on ne trouvera pas vraiment le prétendant idéal ou irréprochable au trône de France. Car si les titres ne se disputent plus sur le champ de bataille, c'est devant la justice que tout se règle maintenant, puisque Henri d'Orléans, en 1987, a fait un recours au tribunal de grande instance de Paris afin d'interdire le port des armes pleines de France à Louis XX. Demande qui a été totalement invalidée par la Cour de cassation de Paris en 2003. C'est donc ici que s'achève cet épisode de Guard of the History, donc je m'excuse encore d'avoir été absent si longtemps. Mais rassurez-vous, maintenant je vais pouvoir me consacrer entièrement à ma chaîne. En plus maintenant je suis sur Paris, alors du coup c'est une aubaine pour moi. Je vais pouvoir me renseigner, me déplacer sur le terrain et faire le travail le plus complet possible pour, comme d'habitude, essayer de vous ravir un maximum. Donc je vous dis à bientôt. Ciao!